La lumière du matin filtrait à travers les hautes fenêtres de l'église St. Mary Mead, capturant la poussière qui flottait comme du pollen doré au-dessus des bancs. Dehors, des enfants portaient des paniers de soucis pour l'office du soir d'Halloween. Leurs rires, se mêlant aux lents, sont des cloches. Madame Price Ridley corrigeait le vicaire au sujet de l'emplacement des bougies, tandis que mademoiselle Marple était assise au deuxième banc, son sac à tricot soigneusement plié à côté d'elle. C'était le genre de matinée qui semblait parfaitement heureuse de durer éternellement, jusqu'à ce que l'orgue se mette à parler. Le son était faible au début, une seule note prolongée comme un soupir à travers du bois creux. M. Lenton, le nouveau sacristain, se retourna brusquement alors qu'il était en train de polir la rampe en laiton. Ses mains étaient vides. La touche sous son regard s'enfonça d'elle-même, produisant 3 notes descendantes, douces mais délibérées, avant de s'immobiliser. Le vicaire marmonna quelque chose à propos de la pression atmosphérique, mais aucun souffle d'air ne se fit sentir. Madame Price Ridley fit le signe de croix, puis fit semblant d'avoir seulement chassé une mouche. Les yeux bleus de mademoiselle Marple, calmes comme l'eau de pluie, suivirent les tuyaux de l'orgue. Elle se souvint soudain que la vieille madame Cowley, organiste à la retraite, avait été vue la veille, en train d'apporter des fleurs dans le cimetière. Des soucis, selon certains. La même couleur vive qui ornait désormais les paniers des enfants. « Étrange », murmura mademoiselle Marple, presque pour elle-même, comme les vivants empruntent les habitudes des morts. Ce soir-là, alors que le crépuscule s'accumulait comme de l'encre autour du toit de l'église, les villageois revinrent pour le service. Les lanternes se balançaient, les ombres s'allongeaient et l'orgue se dressait, noir, dans le chœur. M. Lenton s'essuya les mains avant de prendre place. Lorsque le chœur entonna son hymne, le premier accord résonna, pur puis frémit, se transformant en une dissonance stridente qui fit frissonner tout le monde. Les gens se retournèrent. Le sacristain bondit en arrière. Le vicaire poussa un cri. La musique s'éleva d'elle-même, saccadée et furieuse, jusqu'à ce que les bougies se consument dans leur bougeoir. Puis vint le silence, et derrière le paravent, un dernier bruit sourd. Quelqu'un alla chercher une lanterne. La lumière révéla le banc vide et les pédales tachées de pétales oranges et dorés écrasés. Un léger sifflement persistait dans les tuyaux, comme si l'instrument n'avait pas tout à fait fini de parler. M. Lenton murmura « Il est maudit ». Mais le vicaire le fit taire. Mademoiselle Marple, toujours assise, croisa les mains. « Les morts », dit-elle doucement, n'ont pas besoin de musique, mais parfois ils l'empruntent pour souligner leurs propos. Dehors, le vent se leva, dispersant les soucis le long du chemin menant au porche de l'église. Personne ne rit. La cloche sonna 7 fois, et St. Mary Mead, illuminée par les lanternes, sembla soudain beaucoup plus petite. Les pétales restèrent éparpillés sur le sol en pierre, longtemps après le départ des fidèles. Un courant d'air s'engouffra par la fenêtre ouverte de la sacristie, les agitant comme des lambeaux de flammes. Mademoiselle Marple resta assise un moment, l'écho de l'orgue résonnant encore faiblement dans ses oreilles, puis se leva, avec la grâce délibérée de quelqu'un habitué au choc déguisé en accident. « C'est étrange, n'est-ce pas ?» murmura Madame Price Ridley, qui se tenait à proximité. « Comme on se sent toujours coupable à l'église alors qu'on n'a rien fait de mal. » Mademoiselle Marple répondit par un petit sourire qui pouvait signifier n'importe quoi. Sur les marches du chœur, le vicaire se pencha sur les pédales, tandis que M. Lenton se tenait derrière lui, l'air à la fois impatient et malade. « Il doit y avoir une explication rationnelle, » dit le vicaire d'une voix délibérément enjouée. « Le soufflet, les tuyaux ou un courant d'air provenant du sol. » Pourtant, lorsque ses doigts touchèrent le clavier, aucune note ne retentit, seulement un léger sifflement d'air s'échappant. L'instrument semblait avoir rendu l'âme.
Madame Cowley apparut à la porte latérale, ses gants noirs boutonnés jusqu'aux poignets. « Vous auriez pu m'appeler, » dit-elle doucement. « Je connais son tempérament. » Elle parlait de l'orgue. Elle a été fidèle pendant 30 ans, jusqu'à ce que quelqu'un décide qu'elle était trop vieille pour servir. Ses mots étaient doux, mais ses yeux, pâles et fixes, fixait le sacristain avec quelque chose qui ressemblait presque à un sentiment de propriété. Monsieur Lenton rougit. « Ce n'est rien de surnaturel, Madame Cowley. Juste un défaut dans le sommier. »« Alors vous feriez mieux de vous en occuper, » répondit-elle. « Les instruments se souviennent de la façon dont ils ont été traités. » Elle se retourna, laissant derrière elle un léger parfum de violette et de vieux papier, et partit sans attendre la bénédiction du vicaire. Mademoiselle Marple la regarda s'éloigner, songeant que peu de ressentiments grandissent plus vigoureusement que ceux qui sont nourris par le mépris. Elle connaissait Madame Cowley depuis son adolescence, une femme diligente, fière et incurablement romantique en matière de musique. De telle nature, pensait-elle, pardonne rarement les intrusions. Au matin, l'histoire s'était répandue plus vite que le laitier. Dans le salon de thé de la High Street, les spéculations mûrissaient avec les scones. « Le vicaire décédé qui essaie de jouer à nouveau », suggéra la jeune Madame Burgess en baissant la voix. « Il est mort la semaine même où l'orgue a été installé, vous savez. »« C'est absurde, » dit M. Petterick de la Poste. « Si les fantômes se mettaient à accorder les tuyaux, nous entendrions tous des concerts. » Mais son rire semblait forcé, et lorsque Mademoiselle Marple entra pour acheter son quart de Darjeeling habituel, la conversation s'interrompit avec la politesse de la crainte. Elle prit son paquet et un murmure la suivit. Elle était là, n'est-ce pas? Elle l'a vu de ses propres yeux. St. Mary Mead avait toujours vénéré sa présence dans les moments de crise, comme une paroisse pourrait vénérer un saint âgé. Réconfortante, mais légèrement inquiétante. À midi, le vicaire se rendit à sa maison, au bout de l'allée. Sa démarche cléricale trahissait son insomnie. « Vous en avez été témoin, mademoiselle Marple, » commença-t-il sans préambule. « Vous avez sûrement remarqué quelque chose qui pourrait rassurer les gens. Madame Price Ridley insiste pour que nous annulions l'office du soir. » Mademoiselle Marple lui servit du thé, sans se presser. « Si vous annulez, cher monsieur Mayhew, le village pensera que le diable a gagné. Vous savez combien ils aiment ce genre de choses. Mieux vaut continuer calmement et laisser la lumière du jour faire son œuvre. » Elle lui offrit une assiette de biscuits aux raisins secs. « Je me demande toutefois, » ajouta-t-elle, « pourquoi quelqu'un a apporté des soucis à l'église hier matin. Ce n'est pas une fleur que l'on associe à la formalité anglicane. » Il cligna des yeux. « Je pensais qu'elles étaient destinées à la décoration. »« Oh, oui, » dit-elle en remuant sa tasse. « Mais les soucis sont aussi déposés sur les tombes dans certaines familles. La vieille Madame Cowley, par exemple, les aimait beaucoup quand son mari est mort. » Elle laissa cette pensée flotter dans l'air, douce comme de la vapeur. Bien sûr, les coïncidences abondent. Après son départ, Mademoiselle Marple s'installa près de la fenêtre où la lumière automnale illuminait le jardin. Du chemin venait le bruit rythmique de talons. Monsieur Lenton, la tête baissée, portait un paquet sous le bras. Il s'arrêta près de son portail, comme s'il était à moitié tenté d'entrer, puis continua vers l'église. Elle remarqua le tremblement de sa main et vit que le papier qui enveloppait le paquet portait le timbre effacé du magasin de musique de Much Benham. La curiosité et la conscience s'entremêlaient dans son esprit comme deux fils jumeaux. « Quand les gens touchent à ce qui est sacré pour les autres, » pensa-t-elle, « ils laissent souvent des empreintes sur le cœur. » Elle se leva, enfila son châle et le suivit d'un pas tranquille. À l'intérieur de l'église, l'air sentait légèrement le vernis et la cire de bougies. M. Lenton était agenouillé devant l'orgue, en train de dévisser un panneau arrière. À côté de lui, sur le sol, gisaient des outils et un petit diapason. « Bonjour, »
dit doucement mademoiselle Marple. Il sursauta et se cogna la tête. « Ah, mademoiselle Marple, j'étais juste en train de vérifier s'il y avait de la poussière. »« La poussière, répéta-t-elle doucement, est une coupable très consciencieuse. » Son regard se posa sur le paquet désormais déballé. Une nouvelle partition, Hymns of Hope, dont la première page était annotée d'une écriture féminine soignée. « Madame Cowley a une écriture très nette, » remarqua-t-elle. Il ouvrit la bouche, puis la referma. « J'ai emprunté certains de ses arrangements, » admit-il après un moment. « Elle a refusé de me les remettre quand j'ai pris sa place, disant que je manquais de respect. Mais ils appartiennent à l'Église, pas à elle. La propriété, dit mademoiselle Marple, est une doctrine si flexible quand l'orgueil entre en jeu. » Elle passa légèrement son doigt sur les touches. Elles étaient froides, insensibles. « Est-ce qu'il jouera encore ce soir ?»« Oui, répondit-il trop vite. Je veux dire, il le faut. » Alors qu'elle se retournait pour partir, son regard se posa sur quelque chose coincé dans la rainure étroite sous les pédales. Un petit morceau de ruban noir, effiloché à un bord, qui sentait légèrement le cirage. Elle se pencha, faisant semblant d'examiner une vis desserrée, et remarqua qu'il l'observait avec une intense nervosité. « Je vous verrai donc ce soir, » dit-elle aimablement en rangeant ses gants. « Et peut-être, » ajouta-t-elle, « l'orgue se comportera-t-il plus poliment après votre intervention. » Cet après-midi-là, les nuages s'épaissirent, enveloppant le village d'un silence gris qui amplifiait chaque bruit. Le grincement de l'enseigne de la boulangerie, les gouttes qui tombaient de la gouttière du presbytère. Au pub Red Lion, les conversations avaient pris un ton venimeux. « Croyez-moi, » dit M. Petherick, « ce Lenton a trafiqué les fils et le vent pour se donner de l'importance. Attendez un peu, les journalistes de Londres vont venir fouiner ici. » « Ou peut-être que la vieille dame se venge, » rit le boucher. « On ne peut pas humilier une veuve et s'attendre à ce qu'elle applaudisse. » Derrière les rires se cachait un malaise. Les villageois aiment le drame, mais pas quand il se déroule dans leur rue. À l'approche du crépuscule, la cloche fut testée à nouveau. Mademoiselle Marple, qui revenait de l'épicerie, s'arrêta sous l'orme du cimetière. À travers les fenêtres, elle pouvait voir le sacristain seul devant la console, les épaules tendues, les lèvres remuant comme s'il priait ou discutait. La première note sonna clairement. La deuxième fut hésitante. Puis le silence. Il se pencha vers les touches, et quelque part derrière les tuyaux, un murmure lui répondit, doux mais indubitable, comme un souffle entre les dents. Il recula, trébuchant sur les tiges de soucis encore coincées dans les dalles. Mademoiselle Marple observait sans expression. Un petit oiseau s'envola du porche du cimetière et fit un cercle avant de disparaître dans le ciel qui s'assombrissait. « Il existe deux sortes de musique, » pensa-t-elle, « celle pour ceux qui écoutent et celle pour ceux qui confessent. » Puis elle se dirigea vers chez elle, d'un pas tranquille, le parfum, léger des pétales écrasés, la suivant comme une question en attente d'être posée. Le parfum léger des soucis écrasés flottait encore dans l'air lorsque mademoiselle Marple referma la porte de son jardin derrière elle. La brume du soir commençait à s'étendre le long des haies, donnant au village l'étrange demi-vie d'un tableau sur lequel quelqu'un aurait soufflé. Elle marchait lentement, sentant l'humidité s'installer dans son châle, consciente que les événements de la journée avaient déjà modifié le rythme de St. Mary Mead. Les fenêtres qui brillaient habituellement d'une lumière chaleureuse au crépuscule n'étaient plus que faiblement éclairées, leurs rideaux tirés un peu trop tôt, comme si les villageois craignaient que le son lui-même ne traverse le verre. Elle arriva à son cottage, juste au moment où la cloche de l'église sonnait 9 heures. Le son était clair, ordinaire, mais à son oreille, il avait une nouvelle incertitude, comme si l'instrument craignait son propre écho.
Elle alluma sa lampe, se servit une petite tasse de cacao et s'assit près de la fenêtre d'où elle pouvait voir la tour s'élever au-dessus des toits. Aucune lumière ne brillait dans la sacristie, mais par intermittence, elle crut entendre un léger murmure de métal contre l'air, une brève vibration comme un souffle traversant des tuyaux vides. Elle se dit que c'était son imagination. Elle avait appris depuis longtemps que la peur pouvait être créatrice lorsqu'elle était nourrie par le silence. Un coup à la porte interrompit ses pensées. Lorsqu'elle ouvrit, M. Lenton se tenait là, pâle et sans chapeau, la pluie ruisselant sur son col. « J'espère que je ne dérange pas, » dit-il rapidement. « Le vicaire m'a dit que vous étiez pragmatique dans les situations inhabituelles. » Le pragmatisme, répondit mademoiselle Marple, est souvent confondu avec la superstition. Entrez, monsieur Lenton. Il entra, serrant une partition pliée comme un talisman. Son regard balaya la pièce, comme s'il s'attendait à trouver une preuve de sa réputation, des reliques, des amulettes, ou peut-être la certitude d'un calme imperturbable. « Cela s'est reproduit, » dit-il précipitamment. « Après votre départ, je suis resté pour terminer mon inspection, et les tuyaux se sont mis à vibrer, tous, les uns après les autres. Pas d'air pompé, pas de mouvement, juste du son, comme si quelqu'un testait chaque note. » Mademoiselle Marple lui servit du thé et posa la tasse avec précaution devant lui. « Étrange, » murmura-t-elle. « Les orgues, comme les gens, réagissent parfois à la culpabilité plutôt qu'à la pression. » Il cligna des yeux. « Vous pensez que quelqu'un fait cela délibérément ? » « Je pense, » dit-elle doucement, « que la plupart des hantises sont des arrangements, dans les deux sens du terme. » Il essaya de sourire, mais n'y parvint pas. « Madame Cowley est revenue cet après-midi. Elle m'a apporté ça. » Il tendit la partition. Elle a dit qu'elle appartenait finalement à l'église. Mais quand je l'ai regardée plus tard, j'ai vu qu'il y avait des marques dessus, des croix noires dans les marges à côté de certaines mesures, et une ligne écrite à la craie. Elle jouera elle-même. Mademoiselle Marple examina la page. L'écriture était anguleuse, féminine et récente. « Ce n'est pas la sienne, » dit-elle calmement. Madame Cowley écrit avec une inclinaison vers la droite. Cette écriture appuie vers le bas, anxieuse, peut-être en colère. Il l'observait, confus, effrayé, essayant de cacher ses deux sentiments. Alors qui ? Savez-vous qui d'autre a accès à la clé de la sacristie ? Le vicaire, Madame Price Ridley pour les fleurs, et... Il s'interrompit. Et la nièce de Madame Cowley, une certaine mademoiselle Judith Lenton. Elle aide parfois à polir les cuivres. De la famille ? Ma cousine, admit-il à contre-cœur. Mais nous ne sommes pas proches. Le regard de mademoiselle Marple s'adoucit. Les cousins sont comme de vieux miroirs. Ils nous montrent ce que nous aurions pu être si la vie avait pris un autre cours. Il se leva, agité, marmonnant qu'il allait retourner à l'église pour la fermer à clé. Elle le laissa partir. Lorsque la porte se referma, elle regarda à nouveau la ligne écrite au crayon. Les traits étaient légèrement maculés, comme s'ils avaient été écrits à la hâte, ou en tremblant. Elle tint le papier à la lumière de la lampe, et un mince filet de cire brillait le long du bord, là où une bougie avait coulé. Le lendemain matin fut froid et jaune. Sainte Mary Mead, ce bastion du calme, bourdonnait désormais de ragots déguisés en préoccupation. À la boulangerie, deux femmes débattaient pour savoir si le diable préférait les tonalités mineures. À la poste, une rumeur s'était déjà répandue selon laquelle Madame Cowley avait été vue à minuit près du cimetière, bien que personne ne puisse nommer le témoin. Mademoiselle Marple, qui achetait des timbres dont elle n'avait pas besoin, écoutait avec le même intérêt modéré qu'un jardinier observant le givre sur les roses. Dehors, elle rencontra le vicaire, l'air tendu mais déterminé. « Nous allons à nouveau célébrer les vêpres ce soir, » annonça-t-il.
L'évêque insiste pour que nous ne montrions aucune crainte. Viendrez-vous, mademoiselle Marple? Les gens se comportent mieux quand vous êtes présente. Ce n'est un compliment qu'en période troublée, répondit-elle en souriant. Mais oui, je viendrai. Parfois, la meilleure façon de faire taire un instrument est de le laisser jouer. Dans l'après-midi, elle se dirigea vers l'église, remarquant de petits changements, la façon dont les villageois évitèrent de marcher sur les pétales de soucis qui jonchaient encore le chemin, le groupe d'écoliers qui fixait la porte verrouillée de la sacristie. À l'intérieur, l'air était devenu plus froid. Elle trouva madame Cowley en train d'épousseter les stalles du chœur, son manteau noir boutonné malgré la chaleur. « Vous devez être soulagé qu'ils célèbrent à nouveau le service, » dit mademoiselle Marple doucement. Le plumeau de madame Cowley s'immobilisa en plein mouvement. « Soulagé ? Ma chère mademoiselle Marple, je suis stupéfaite. Cet idiot va complètement ruiner l'instrument. Il ne connaît rien à ses humeurs. » Les orgues ont effectivement des humeurs, acquiesça mademoiselle Marple, et parfois elles font écho à celles de ceux qui en jouent. Un regard perçant lui répondit. Que voulez-vous dire? Simplement que l'orgueil peut créer d'étranges accompagnements. Il change la tonalité de tout. Madame Cowley reprit son travail, les lèvres pincées. Vous insinuez quelque chose que j'espère que vous n'aurez jamais approuvé. En partant, mademoiselle Marple passa devant la sacristie où un léger parfum de vernis se mêlait à l'odeur plus douce de la cire des bougies. Sur la table se trouvait une petite boîte de cire et un morceau de ruban noir, identique à celui qu'elle avait trouvé la veille au soir. Elle le toucha légèrement, puis le glissa dans son gant. Le service religieux de ce soir-là attira presque tout le village. Des lanternes clignotaient à nouveau le long du chemin, mais elles étaient moins nombreuses qu'auparavant. La chorale murmurait nerveusement, même les mains du vicaire tremblaient, tandis qu'il ajustait sa surplis. M. Lenton était assis à la console, pâle mais déterminé. Le premier hymne commença sans incident. L'orgue était régulier, solennel, obéissant. Un soulagement se répandit dans les bancs, comme une chaleur qui revient après le froid. Puis vint le dernier couplet. Sans prévenir, une nouvelle note vint rompre la mélodie, plus aiguë, plus brillante, insistante. Elle s'éleva au-dessus des voix, scintillante comme du verre. Le cœur vacilla. La note se prolongea, pure et perçante, jusqu'à sembler vibrer dans les os. Les mains de M. Lenton quittèrent les touches, mais elle continua. Mademoiselle Marple se leva, les yeux fixés sur les tuyaux. Quelque part à l'intérieur, quelque chose avait bougé. Un panneau mal fixé peut-être, ou quelque chose placé délibérément là où le vent ne devait pas passer. La note s'éteignit soudainement, laissant un vide sonore si profond qu'il provoqua un halètement collectif. Le vicaire murmura une prière. L'assemblée resta immobile. Puis un petit objet tomba du haut de l'orgue, frappant le sol en pierre avec un bruit sourd. Un chandelier en laiton, dont la base était recouverte de cire. M. Lenton trébucha en arrière. Ce n'était pas là avant. Mais l'attention de mademoiselle Marple était concentrée sur les traces de cire sur le sol, de petites gouttes formant une traînée entre le banc et la porte de la sacristie comme des empreintes de pas conservées dans la lumière. Elle se dirigea silencieusement vers l'allée, suivie par le silence des villageois, et vit où la traînée s'arrêtait, au seuil de la sacristie, sous lequel gisait un fragment de tige de soucis, aplati et humide. Son expression ne changea pas, mais ses yeux brillèrent, non pas de surprise, mais de reconnaissance. Les apparences, pensa-t-elle, aiment beaucoup se donner en spectacle devant un public. Le vicaire s'approcha et murmura. « Devrions-nous interrompre le service ?»« Non, » répondit-elle doucement. « Laissez-le se terminer. Je pense que la vraie musique est sur le point de commencer. » L'assemblée se leva lentement, la confusion se mêlant au recueillement.
Les dernières notes de l'hymne résonnaient encore dans les combles, bien que l'orgue se soit tue depuis longtemps. Mademoiselle Marple resta debout près de l'allée, regardant les lèvres du vicaire bouger pour prononcer la bénédiction que personne n'entendait vraiment. Tous les regards se tournèrent vers le chandelier tombé, brillant comme une accusation sur les dalles. Les apparences, songea-t-elle, n'étaient rien d'autre que théâtrales, et celle-ci s'était produite au moment opportun. Lorsque la bénédiction prit fin, un murmure parcourut les bancs comme le vent dans les roseaux. Les villageois se glissèrent dehors, en petits groupes prudents, impatients de parler une fois sortis du porche. Madame Price Ridley serrait son livre de cantiques comme s'il pouvait la protéger d'une contagion. « C'est un présage », murmura-t-elle à mademoiselle Hartnell. « L'Église proteste contre ces absurdités modernes. » Sa compagne acquiesça solennellement, réfléchissant déjà à qui elle allait raconter la première. M. Lenton s'attarda près du cœur, les mains tremblantes sur les touches. « Je vous jure, mademoiselle Marple, balbutia-t-il lorsqu'elle s'approcha, que je n'ai pas placé ce chandelier-là, je n'ai pas touché à l'armoire depuis cet après-midi. » Elle le regarda avec douceur. « Alors quelqu'un d'autre l'a fait, et a veillé à ce qu'il tombe au moment opportun. Vous voyez comme une hantise peut être simple quand on y ajoute la gravité. » Il eut un petit rire désespéré. « Vous pensez que c'est délibéré ? Par qui ? Il y a tellement de candidats généreux dans cette paroisse, dit-elle. Nous ne devons priver aucun d'entre eux de son innocence trop tôt. » Madame Cowley apparut à la porte de la sacristie, pâle sous la lumière du gaz. Le vicaire veut que tout le monde parte. Il dit que l'église doit être aérée. Sa voix tremblait, non pas de peur, mais d'indignation. L'autorité de son ancien poste lui collait encore à la peau comme un vieux parfum. « Bien sûr, » murmura mademoiselle Marple, « rien ne rafraîchit autant l'esprit que l'aération. » Elle se pencha discrètement pour ramasser le chandelier. Sa base était maculée d'une substance plus sombre que la cire, de la suie, ou peut-être du vernis provenant du bois de l'orgue. Lorsqu'elle se redressa, elle remarqua que madame Cowley ne la regardait pas, mais fixait le sacristain. « Vous n'auriez jamais dû toucher cet instrument, » dit la vieille femme d'un ton sec. « Elle se souvient de ceux qui la jouent. »« Je sers l'église, » rétorqua-t-il. « Pas un objet fait de tuyaux et de vanité. » Mademoiselle Marple intervint doucement. Peut-être que les deux ont leur tempérament. L'orgue et ceux qui l'aiment. Son ton rendait ses mots inoffensifs, mais les deux visages se raidirent. Dehors, la nuit s'était installée, la brume transformant chaque lanterne en halo. Les villageois se dispersèrent à contre-cœur, leur bavardage emportant des demi-vérités dans les ruelles. Mademoiselle Marple rentra chez elle avec le vicaire, qui marmonnait à propos d'assurance, de réparation et de l'impossibilité d'expliquer les miracles à un comité. Si les journaux ont vent de cela, s'inquiéta-t-il, ils en feront un scoop. Cela, dit-elle doucement, dépendra de la volonté des vivants de paraître innocents. Il lui lança un regard surpris, mais elle souriait. Arrivée à son portail, elle s'arrêta et jeta un coup d'œil vers le clocher de l'église. Une faible lumière brillait à nouveau dans la fenêtre de la sacristie. Une seule bougie, alors que le vicaire avait juré qu'elles étaient toutes éteintes. Elle vacilla une fois, deux fois, puis disparut, ne laissant que la silhouette de l'orgue se découpant sur le vitrail comme un géant endormi. Au matin, St. Mary Mead était en effervescence à cause du scandale. La femme du boucher affirmait avoir rêvé de musique toute la nuit. Le laitier jurait avoir vu de la fumée s'élever du toit de l'église à l'aube. Et Madame Price Ridley, toujours gardienne de la morale collective, disait à tous ceux qui voulaient sans bien l'écouter que le mal prospère là où l'orgueil mène la danse. Miss Marple, quant à elle, passa sa matinée tranquillement dans le jardin, à tailler ses chrysanthèmes. Elle savait que les ragots étaient comme le lierre. Mieux valait les laisser grimper un peu avant de les arracher,
Sinon, on ne voyait jamais où ils avaient pris racine. Vers 11 heures, des pas crissèrent sur le chemin. C'était l'inspecteur Cray, corpulent, au visage rougeau, qui s'excusait vaguement de troubler sa tranquillité. « Bonjour, madame. J'ai entendu dire que vous étiez présente lors des 2 incidents. » « En effet, inspecteur. » Bien que « incident » soit un mot bien trop convenable pour décrire une situation aussi chaotique. Il rit nerveusement. « Le vicaire m'a demandé de mener une enquête discrète. Vous ne croiriez pas ce que les gens racontent. Madame Cowley insiste sur le fait que l'orgue est possédé. La possession est un réconfort pour ceux qui craignent les responsabilités, dit-elle. Mais vous êtes ici pour quelque chose de plus concret, j'imagine. » Il acquiesça. « J'ai trouvé ça derrière le paravent de l'orgue, une petite fiole en verre, cassée. Ça sent le kérosène. Ça pourrait expliquer la fumée que certaines personnes prétendent avoir vue. » Mademoiselle Marple prit délicatement le sac contenant la preuve. « Comme c'est curieux et très dangereux dans un bâtiment en bois. En avez-vous parlé à M. Lenton? » « Pas encore. J'ai pensé qu'il valait mieux vous demander si vous aviez vu quelqu'un transporter quelque chose de ce genre. J'ai vu tout le monde porter ce qu'ils portent toujours. Leur réputation, dit-elle en lui rendant le sac. Et celle-ci est bien plus inflammable. » Après son départ, elle se rendit à nouveau à l'église. La porte était entr'ouverte, comme si elle attendait une confession. À l'intérieur, l'orgue brillait froidement dans la lumière tamisée. Elle remarqua les empreintes de pas près des pédales, 2 séries qui se chevauchaient. L'une petite et étroite, l'autre plus longue et plus lourde. Elle s'accroupit, les suivant du regard. La plus petite paire était légèrement tournée vers l'extérieur au niveau des orteils. La démarche d'une femme, peut-être habituée à porter des chaussures étroites. Les empreintes plus grandes faisaient de face directement à la console. Un léger clic rompit le silence. La porte de la sacristie s'ouvrit et Judith Lenton entra, portant un panier contenant du cirage et des chiffons. Sa ressemblance avec sa cousine était adoucie par sa jeunesse et une grâce maladroite. « Oh, mademoiselle Marple, vous m'avez fait peur. Je vous prie de m'excuser. La peur semble facilement s'éveiller dans les églises ces derniers temps. Je faisais juste le ménage, dit rapidement la jeune fille. Le vicaire m'a demandé de le faire. C'est louable, mais je pense que vous avez eu assez d'émotions fortes. Judith hésita. Tout cela n'a aucun sens, n'est-ce pas? Je veux dire, cette histoire de fantôme. Presque tout est absurde, répondit mademoiselle Marple. Mais l'absurde peut parfois servir de peinture pour cacher quelque chose de solide en dessous. Judith se pencha sur son panier. Les gens disent que mon oncle est impliqué. Ils pensent qu'il a fait quelque chose de mal. Et qu'en pensez-vous? Les lèvres de la jeune fille tremblèrent. Il est fier, mais il n'est pas cruel. Il voulait juste rendre le service plus vivant. Elle leva soudain les yeux. Madame Cowley le déteste pour cela. Elle a dit un jour que l'orgue lui survivrait. Elle le pensait vraiment. Mademoiselle Marple la regarda avec bienveillance. La haine, ma chère, n'est que de l'amour qui se sent humilié. Son regard se posa sur les gants de la jeune fille. De légères traces de suie noircissaient le bout des doigts. Ce sont des mains très travailleuses. Fais attention à ne pas polir quelque chose d'important. Judith rougit. Ce n'est que de la poussière provenant des tuyaux. Bien sûr. Lorsque la jeune fille fut partie, mademoiselle Marple se dirigea vers la console. Une légère odeur de kérosène flottait dans l'air, mêlée à celle de la cire et du vieux vernis. Elle souleva le couvercle du clavier. En dessous, coincé entre les registres, se trouvait un morceau de journal plié. Le titre disait « Tragédie lors d'un récital d'orgue à Much Benham, un musicien blessé par une explosion ». La date remontait à 2 ans. Sous l'article, quelqu'un avait souligné une phrase au crayon.
défaut dans le soufflet, enflammé par une bougie laissée trop près. L'expression de mademoiselle Marple s'adoucit en une expression de tristesse. « C'est donc ça, la clé », murmura-t-elle en refermant le couvercle avec précaution. Encore une fois, les apparences, une tragédie repeinte en miracle. Des pas se firent entendre sous le porche, rapides, hésitants. Madame Cowley entra, son manteau noir scintillant de minuscules gouttes de pluie. « Vous ne devriez pas être ici seule ?» dit-elle d'un ton sec. « L'instrument n'est pas sûr. » « Je n'ai jamais pensé que la sécurité était son point fort, » répondit mademoiselle Marple, « mais la vérité l'est rarement. » Le regard de madame Cowley suivit le sien jusqu'à la console, puis se détourna. « Vous feriez mieux de partir. L'inspecteur pose des questions. »« Je vais le faire, tout de suite. » Elle se tourna vers l'allée. « Mais dites-moi, madame Cowley, déposez-vous toujours des soucis pour votre mari ?» La vieille femme se figea. « Et alors ? Ce sont des fleurs gaies, » dit mademoiselle Marple d'un ton léger, même si parfois elle marque l'endroit où quelque chose a fleuri et brûlé. Elle passa devant elle, laissant la femme la regarder s'éloigner, une main gantée posée sur le banc de l'orgue, comme s'il se souvenait encore de la forme de la musique. Dehors, la pluie avait recommencé à tomber, douce mais persistante, lavant les couleurs des pétales tombés jusqu'à ce qu'ils ressemblent moins à de l'or qu'à de la rouille. La pluie s'adoucit en bruine, tandis que mademoiselle Marple traversait le cimetière, son parapluie incliné contre le vent changeant. Les pétales de soucis sous ses pieds avaient pris une teinte plus sombre, ambre brûlée virant au brun, et leur parfum écrasé s'élevait faiblement des pierres. Les villageois croyaient que le mystère avait commencé avec la musique. Mademoiselle Marple soupçonnait qu'il avait commencé avec les fleurs. Après tout, les apparences étaient des mélodies jouées à l'envers. Dans son cottage, la bouilloire était encore chaude après le thé du matin. Elle retira ses gants, s'assit et écrivit une petite note sur du papier bleu pâle. À l'inspecteur Cray. Veuillez examiner les noms suivants en rapport avec les clés de l'église. Madame Cowley, Monsieur Lenton et Mademoiselle Judith Lenton. Elle hésita, puis ajouta « Et peut-être demander qui a commandé en dernier le kérosène pour les lampes de la sacristie. » Elle plia soigneusement le papier et le plaça à côté du sucrier pour que le facteur le remette. Son regard se posa sur la fenêtre. Même de loin, elle pouvait voir le clocher de l'église se dessiner à travers la brume, comme un doigt mâle, élevé pointant vers le ciel. Un coup à la porte interrompit sa rêverie. Monsieur Lenton se tenait là, trempé et désemparé, les cheveux aplatis par la pluie. « Mademoiselle Marple, » dit-il, essoufflé. « Ils l'ont emmenée, Madame Cowley. » L'inspecteur pense qu'elle avait l'intention de mettre le feu à l'orgue. Ils ont trouvé des bougies éteintes et une boîte d'huile dans son placard. Elle lui tendit une serviette avant de répondre. « Et vous pensez que cela prouve sa culpabilité ? Cela prouve son obsession, » dit-il amèrement. « Elle me détestait, depuis toujours. Elle disait que j'avais profané sa musique. Maintenant, ils vont traîner son nom dans la boue, et le village approuvera, en disant qu'il savait depuis le début. » Mademoiselle Marple versa le thé pendant qu'il faisait les 100 pas. « Dites-moi, monsieur Lenton, » dit-elle doucement, « étiez-vous au courant de l'accident qui s'est produit à Much Benham il y a 2 ans ?» Il s'arrêta. Bien sûr, tout le monde était au courant. Un organiste négligent, n'est-ce pas? Il avait laissé une bougie allumée et détruit la moitié de l'instrument. « En effet, » murmura-t-elle. Et l'organiste s'appelait Henry Cowley. Son mari. Il pâlit. « Mon Dieu !»« Les tragédies fermènent souvent dans le silence, » dit-elle. « Mais je me demande, le silence pour qui ?» Il la regarda, perplexe, puis se détourna. « Vous pensez qu'elle avait l'intention de le répéter ?»« Je pense, » dit mademoiselle Marple, « que les gens qui perdent leur musique essaient parfois d'emprunter celle des autres. » Avant qu'il n'ait pu répondre,
la cloche de l'église sonna une fois, lourdement et de manière irrégulière. M. Lenton tressaillit. Il ne devrait pas la sonner, pas ce soir. Mademoiselle Marple se leva aussitôt, serrant son châle autour d'elle. Alors nous devrions peut-être aller voir qui le fait. Ils atteignirent à Paul l'église en quelques minutes, sous une pluie battante. La porte principale était entr'ouverte et se balançait légèrement sous l'effet du vent. À l'intérieur, la nef était plongée dans l'obscurité, à l'exception de la lueur d'une seule bougie près du chœur. L'air était imprégné d'une forte odeur de cire et d'huile. Quelque part au-dessus, la corde de la cloche tremblait encore, comme si elle venait d'être relâchée. « Restez ici, » murmura mademoiselle Marple. Elle s'avança, ses pas silencieux sur les dalles. La lumière vacilla. Près de l'orgue, une ombre bougea. Judith Lenton émergea de la pénombre, le visage pâle, l'expression résolue. « Tante Edith n'a rien fait, » dit-elle aussitôt. « Je suis venue pour m'assurer que personne ne plaçait d'autres preuves. Je ne les laisserai pas la détruire. » M. Lenton s'avança. « Judith, que dites-vous? Quelle preuve ?» « Elle avait peur, » dit la jeune fille avec désespoir. « Après la première nuit, elle est venue me voir. Elle m'a dit que l'orgue était en colère, qu'il se souvenait. J'ai pensé qu'elle était malade, qu'elle avait besoin de repos, mais quand j'ai vu l'inspecteur fouiller sa maison, j'ai su qu'ils allaient tout déformer. Pourquoi gardait-elle de l'huile et des bougies? Parce qu'elle continuait à polir les tuyaux chaque semaine. Elle disait qu'ils chantaient mieux lorsqu'ils étaient propres. » Mademoiselle Marple scruta son visage où la sincérité luttait contre la peur. « Vous avez été très loyale, ma chère. La loyauté est une belle chose, même si elle produit parfois une musique médiocre. » Judith releva le menton. « Vous pensez que je mens? Je pense, dit doucement mademoiselle Marple, que vous protégez quelqu'un qui n'en a pas besoin, peut-être quelqu'un qui a déjà été puni plus que vous ne le pensez. » Un bruit les interrompit, un léger grincement provenant de l'intérieur du buffet d'orgue. Tous trois se retournèrent. Les tuyaux scintillaient à la lueur des bougies, chaque bord captant une impulsion dorée. Puis, de nulle part, un faible bourdonnement commença, s'élevant dans les registres graves comme un souffle emprisonné dans le métal. Le son était étrange, mais délibéré. Un accord se formant, tremblant à la limite de la dissonance. M. Lenton courut vers la console. « Il n'y a pas d'électricité. Le soufflet ne bouge pas. » L'accord s'intensifia, accompagné de l'odeur caractéristique du vernis brûlé. Mademoiselle Marple leva les yeux. L'un des tuyaux brillait d'une faible lueur rouge à son extrémité. « Le kérosène, » dit-elle calmement. Reculez tous les deux. Elle prit la bougie de son support et l'éteignit entre ses doigts humides. Le son vacilla, haleta, puis cessa complètement. Dans le silence soudain, le faible crépitement du métal en train de refroidir résonna comme des applaudissements qui s'éteignaient trop tard. Judith fondit en larmes. « Je voulais seulement laver son nom, » sanglota-t-elle. Je pensais que si je montrais que l'orgue fonctionnait encore, il verrait que ce n'était pas sa faute. J'ai versé un peu d'huile dans le soufflet cet après-midi, juste pour le faire briller à nouveau. Je ne savais pas que ça... » Mademoiselle Marple posa une main sur son épaule. « Ma chère, les intentions sont comme les tonalités mineures. Elles peuvent te sembler innocentes tout en cachant une grande tristesse. » La jeune fille leva les yeux écarquillés de peur. « Vont-ils m'arrêter? »« Cela dépendra de ce qui sera dit et de ce qui sera compris, » répondit mademoiselle Marple. « Pour l'instant, nous devons garder le silence. La vérité, lorsqu'elle est révélée trop tôt, perd toute son harmonie. » M. Lenton s'effondra sur le banc, bouleversé. Ce n'était donc pas tante Edith. Tout ce temps, nous l'avons accusée. Les apparences demandent rarement la permission avant de mentir, dit mademoiselle Marple, mais elles ont tendance à se répéter. C'est leur vanité. Des pas se rapprochèrent rapidement du porche.
L'inspecteur Cray, une lampe torche à la main, suivi de 2 agents. « Que se passe-t-il » demanda-t-il. « Encore de la fumée. Il n'y a pas de mal, » répondit mademoiselle Marple d'un ton calme. « Juste une leçon d'acoustique et de conscience. » Le faisceau lumineux de l'inspecteur balaya les personnes présentes, éclairant le visage baigné de larmes de Judith. « On vous avait dit de rester à l'écart, jeune fille. » Elle avait peur pour sa tante, dit mademoiselle Marple avant que la jeune fille n'ait le temps de parler. « Je pense que vous constaterez que le contenu du placard de madame Cowley a été mal interprété. Ce sont des produits d'entretien, pas du matériel pour commettre un incendie criminel. » Cray grogna. « Nous verrons bien. Mais je garderai un œil sur toutes les personnes impliquées. Il y a trop de secrets autour de cet orgue à mon goût. » Quand ils partirent, l'église sembla pousser un soupir. La pluie tambourinait doucement sur les vitraux, chaque goutte illuminant brièvement une tache de couleur avant de disparaître. Mademoiselle Marple resta longtemps debout devant la console. Elle toucha l'une des touches. Celle-ci émit un son faible et incertain, comme un soupir emprisonné dans du vieux bois. Derrière elle, les cousines attendaient, coupables, reconnaissantes, incertaines. « La musique, dit-elle finalement, n'est qu'un miroir. Parfois, nous confondons l'écho avec la voix. » Elle regarda Judith. « Rentre chez toi maintenant. Sois gentille avec ta tante et ne dis rien de stupide. » Dehors, l'orage était presque passé. L'air sentait la terre humide et le métal refroidi. Le long du chemin, quelques soucis brillaient encore faiblement à travers les flaques d'eau. Leur éclat atténué, mais toujours présent, souvenir tenace de la lumière du soleil dans un village qui préférait l'ombre. Mademoiselle Marple regarda les cousins disparaître dans la ruelle, puis se tourna vers son cottage, ses pensées oscillant tranquillement entre la pitié et la compréhension. Quelque part derrière elle, à l'intérieur de l'église sombre, une note douce trembla, une seule, comme si l'orgue soupirait dans son sommeil. La note unique s'évanouit dans le silence, laissant mademoiselle Marple debout dans l'embrasure de la porte, le dos pressé par la légère fraîcheur de la pierre humide. Une rafale de vent s'engouffra par la porte ouverte de l'église, faisant voler les pages d'un livre de cantiques abandonné. Elle le referma doucement, comme si elle posait la main sur un cœur troublé, puis tira le loquet. Le village, au-delà du mur du cimetière, était à moitié endormi sous un ciel dépourvu de pluie. L'air sentait les feuilles humides et l'huile de lampe, légèrement sucrée, légèrement aigre, comme une culpabilité déguisée en réconfort. Elle rentra lentement chez elle, le crissement du gravier étouffé par la brume. Chaque fenêtre qu'elle passait brillait dans son petit monde routinier. La vaisselle du dîner débarrassée, les rideaux tirés, les radios murmurant de la musique de danse. La respectabilité se rétablissait, pensa mademoiselle Marple, comme un enfant qui fait semblant de ne pas avoir été surpris en train de mal se comporter. L'orgue, les soucis, les murmures hantés, tout cela serait bientôt digéré dans une histoire. St. Mary Mead excellait dans ce domaine. Sa lampe brûlait encore lorsqu'elle entra dans le cottage. Un petit mot avait été glissé sous la porte. Elle le déplia avec précaution. « Retrouvez-moi demain avant le service. Il y a quelque chose que vous devez voir. » J.L. L'écriture était régulière mais sans retenue, celle de Judith Lenton. Mademoiselle Marple la posa à côté de sa tasse de thé et réfléchit. La culpabilité ressemblait souvent à du courage lorsqu'elle était écrite sur du beau papier. Le lendemain matin se leva pâle et incertain, comme si la lumière du jour elle-même regrettait de revenir. La cloche du vicaire sonnait par intermittence, hésitante, comme pour s'excuser. Les villageois se rassemblèrent devant l'église, chuchotant que madame Cowley avait été libérée. Certains étaient déçus. Une accusation non confirmée gâchait toujours le plaisir de la justice. Mademoiselle Marple trouva Judith qui attendait près du portail, une écharpe remontée contre le vent.
Son visage avait perdu son air de défi. La nuit blanche l'avait rendu anxieux. « Merci d'être venu, » dit la jeune fille. « Je ne voulais pas que les autres le sachent. »« Je m'en doutais, » répondit gentiment mademoiselle Marple. « Les secrets préfèrent les petits auditoires. » Elles entrèrent ensemble dans l'église. La lumière filtrait à travers les vitraux, aux couleurs aquatiques, transformant le sol en une mosaïque de fantômes. L'orgue se dressait silencieusement dans le chœur, poli, mais muet. Judith passa devant, derrière la console, où une petite trappe s'ouvrait sur la chambre à soufflet. « C'est ici, » dit-elle en s'agenouillant. « Je l'ai trouvé en nettoyant hier soir. » Mademoiselle Marple se pencha à côté d'elle. Un morceau de tissu dépassait entre deux panneaux de bois, noirci sur les bords, dégageant une légère odeur de fumée et de cire. Judith le tira pour le libérer. C'était un morceau de gant, brûlé au niveau des doigts. À l'intérieur du poignet, brodé en petites lettres blanches, se trouvait le nom E. Cowley. « Elle a dû le laisser tomber, » murmura Judith, pendant qu'elle cirait. Mademoiselle Marple examina les traces de brûlure. Les coutures ont fondu dans le cuir. Cela nécessite plus que du cirage. Cela nécessite de la chaleur, une chaleur délibérée. Elle le retourna, pensive. Mais si Madame Cowley avait de mauvaises intentions, pourquoi laisser son nom derrière elle? Peut-être n'était-ce pas son intention. Peut-être. Mais la vanité a d'étranges complices, même dans l'innocence. Ils remirent le panneau en place avec précaution. L'esprit de mademoiselle Marple travaillait aussi silencieusement que ses mains. Le gant, l'huile, la pipe fumante. Tous les indices chantaient la même harmonie inquiétante, mais dans une tonalité différente. Elle était certaine qu'il y avait une logique derrière tout ce bruit, quelque chose qui avait commencé bien avant Halloween. Ils sortirent par la porte de la sacristie. Madame Cowley était déjà là, debout dans la lumière froide du soleil, tel un monument en deuil. Ses gants noirs étaient neufs. « Bonjour, mademoiselle Marple, » dit-elle froidement. « Ma nièce fouille toujours là où elle ne devrait pas. » Judith rougit. « Je voulais seulement aider. »« Aider !» La voix de sa tante se brisa comme une corde cassée. « Vous m'avez déjà assez aidé. L'inspecteur me rend visite comme un croque-mort, et tout le village m'observe derrière ses rideaux. Vous avez tous transformé mon chagrin en divertissement. » Le ton de mademoiselle Marple resta doux. La douleur apprécie rarement les témoins, madame Cowley. Mais parfois, les vivants ne savent pas s'ils défendent leur chagrin ou leur culpabilité. Pendant un instant, le sang-froid de la vieille femme vacilla. « Vous pensez que j'ai allumé cet incendie ? » ?»« Je pense, » dit doucement mademoiselle Marple, « que vous combattez un vieux feu depuis que le premier s'est éteint. » Madame Cowley se redressa. « La mort de mon mari était un accident. »« Bien sûr, » acquiesça mademoiselle Marple, « comme la plupart des tragédies qui commencent par l'orgueil. » La veuve de l'organiste se détourna brusquement, ses talons frappant des notes aiguës sur le chemin de pierre. Judith la regarda s'éloigner, les larmes aux yeux. « Elle n'est pas méchante, » dit-elle. « Elle est seulement seule. » « La solitude, » dit mademoiselle Marple, « est le public le plus dangereux qu'une personne puisse avoir. » Elle applaudit tout, même la vengeance. Cet après-midi-là, l'inspecteur Cray revint au cottage. Ses bottes étaient boueuses, son humeur plus maussade que d'habitude. « Ils ont innocenté madame Cowley pour l'instant, » dit-il. « Mais je ne suis pas idiot, mademoiselle Marple. Il y a autre chose ici. L'orgue a été trafiqué. Des fils ont été placés sur les pédales et reliés au soufflet. Celui qui a fait ça voulait un spectacle. Et les fils portaient-ils des empreintes ? » Il secoua la tête. « Aucune que nous puissions retrouver. Trop de cire. »« Quelle efficacité !» murmura-t-elle. « Une apparence bien entretenue. » Cray s'appuya sur la cheminée. « J'ai une théorie.
C'est cette jeune cousine, Judith. Elle veut protéger le nom de sa famille. Les femmes font des choses folles par sentiment. En effet, dit mademoiselle Marple en joignant les mains. Mais parfois, la chose la plus folle est de dire la vérité trop tôt. Donnez-lui du temps, inspecteur. Les coupables ont l'habitude de se dévoiler sous un éclairage approprié. Il grogna. Je lui donnerai jusqu'à demain. Ensuite, je procéderai à une arrestation. Après son départ, mademoiselle Marple resta immobile. Dehors, le crépuscule s'installait à nouveau, enveloppant les cottages d'une lumière mauve et brumeuse. Le son de la cloche du soir flottait faiblement dans l'air, régulier maintenant, presque calme. Pourtant, sous son rythme, elle crut entendre un autre son, plus doux et plus délibéré. Le léger cliquetis du métal contre le métal, régulier comme un battement de cœur. Elle se leva, prit son châle et se dirigea une fois de plus vers l'église. Le portail grinça lorsqu'elle le poussa pour l'ouvrir. À l'intérieur, une seule lampe brillait près de l'autel. L'air était chaud, légèrement parfumé par le vernis. Et puis elle l'entendit à nouveau. Un léger cliquetis rythmique provenant de l'intérieur du buffet d'orgue. Mademoiselle Marple avança lentement, chaque pas étant une question. Le cliquetis cessa, suivi d'un bruissement. « Qui est là ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais ferme. Une silhouette se détacha de l'ombre. C'était M. Lenton. Son visage était pâle et tendu, ses mains noires de poussière. « Mademoiselle Marple, vous ne devriez pas être ici. Je pourrais vous dire la même chose. Je suis venu faire des réparations, balbutia-t-il. L'inspecteur l'a ordonné. Ah, de nuit ? Il hésita, puis sourit trop rapidement. Moins de perturbation. Son regard passa outre lui pour se poser sur le panneau ouvert. À l'intérieur, une bougie vacillait sur un petit support, sa flamme dangereusement proche du soufflet. « Vous risquez un autre accident, » dit-elle. Il se retourna, suivant son regard, et pendant un instant, son expression changea, peut-être par culpabilité ou par calcul. « Je sais ce que je fais, » dit-il sèchement. « Vous pensez comprendre, mais ce n'est pas le cas. Elle a tout gâché. Elle ne supportait pas de me voir réussir. Madame Cowley ? Qui d'autre ? » Il s'approcha. « Elle a monté le village contre moi. Et maintenant, elle aura ce qu'elle voulait, le retour de l'ordre ancien, la pitié, le caractère sacré du veuvage. » Mademoiselle Marple le regarda fixement. « Parfois, nous confondons l'admiration et l'injustice, monsieur Lenton. Le cœur s'offense là où il n'y a pas lieu de s'offenser. » Il serra les mâchoires. « Vous me prenez pour un idiot, alors. »« Je pense, dit-elle doucement, que vous êtes fatigué de ne pas être entendu. Mais la vengeance, comme la musique, exige le bon tempo. Trop rapide, elle se transforme en bruit. » Il la fixa longuement, puis se détourna brusquement et souffla la bougie. Le silence revint dans l'église. Quand elle sortit enfin, l'aube pointait à l'horizon, pâle et hésitante. La brume s'était dissipée. Sur l'herbe, les pétales de soucis brillaient à nouveau comme de l'or éparpillé. Mademoiselle Marple s'arrêta, les yeux suivant le chemin qui menait au cottage. Derrière elle, l'orgue poussa un faible soupir involontaire, une seule note captée par la brise matinale, douce comme un souffle, disparut aussitôt qu'elle avait commencé. L'aube se répandit lentement sur St. Mary Mead, peignant les toits d'un éclat terne couleur, éteint. La pluie avait cessé, laissant derrière elle des flaques d'eau qui reflétaient les pierres tombales inclinées. Mademoiselle Marple se tenait près du portail du cimetière, la main posée sur le loquet de fer froid, son esprit passant tranquillement en revue ce qu'elle avait vu. L'église derrière elle semblait respirer faiblement, comme le font les vieilles maisons après une longue nuit, soupirant les secrets qu'elle avait été contrainte de garder. Quelque part à l'intérieur, l'orgue s'installa avec un petit grincement,
comme s'il désapprouvait le silence auquel il était désormais contraint par la lumière du jour. Lorsqu'elle arriva à son cottage, le premier courrier était déjà arrivé. Une note de l'inspecteur Cray se trouvait parmi les bouteilles de lait. « Je passerai à 11 heures. Du nouveau. » L'écriture était vive, le point final impatient. Mademoiselle Marple se réchauffa les mains près du poêle et se servit une tasse de thé. Il y avait encore des traces de cire sous ses ongles. Elle les examina distraitement, comme si elle pouvait avouer avant qu'aucun autre ne le fasse. Lorsque l'inspecteur arriva, il avait les joues rouges et était en sueur, son chapeau coincé sous le bras comme une excuse. « Vous m'avez encore devancé, mademoiselle Marple, » dit-il sans préambule. Le vicaire jure avoir vu Lenton près de l'église après minuit. L'homme dit qu'il réparait des tuyaux. Je n'ai trouvé aucun outil, seulement des empreintes de pas. Et autre chose. Il sortit de sa poche un mouchoir plié. À l'intérieur se trouvait une petite clé en laiton, verte d'ancienneté. Cachée sous le tapis de la sacristie, ce n'est pas la clé de l'église. La serrure est plus fine. Elle pourrait appartenir à un cabinet ou à un coffre à musique. Mademoiselle Marple la prit délicatement. Forme intéressante. Continentale, peut-être. Notre paroisse compte peu de raffinements de ce genre. Elle ne correspond à rien dans l'église, ni dans le presbytère, poursuivit Cray. Mais il y a un placard derrière l'orgue, scellé depuis des années, dit-il. Nous l'ouvrirons cet après-midi. Son regard se porta vers la fenêtre, où la brume s'accrochait encore à la haie, comme des mots non dits. « Faites cela, dit-elle, mais avec précaution. Vous pourriez trouver plus que des charnières rouillées. » L'inspecteur lui lança un regard mi-curieux, mi-méfiant. « Vous avez déjà une idée, n'est-ce pas ?»« J'ai beaucoup d'idées, inspecteur. C'est l'une de mes habitudes les moins nuisibles. » Il partit en marmonnant à propos de preuves et d'électriciens. Le silence qui suivit semblait presque convivial. Mademoiselle Marple se mit à ranger son salon, un rituel d'ordre avant toute désagréable éventualité. En dépoussiérant la cheminée, ses doigts effleurèrent tout le morceau de journal plié qu'elle avait pris plus tôt dans l'orgue, tragédie lors d'un récital d'orgue à Much Benham. Les mots semblaient désormais plus lourde, comme un hymne chanté trop souvent. Elle relut la dernière ligne. La veuve a demandé que l'instrument reste silencieux jusqu'à une nouvelle consécration. À 10h30, elle mit son chapeau et repartit vers l'église. Le village semblait fraîchement lavé. Des enfants sautaient à la corde entre les flaques d'eau et un chien aboyait après son propre reflet. La respectabilité avait repris ses activités, comme toujours après un scandale, ne laissant que de légères ondulations là où le jugement avait sévi. À l'intérieur du portail du cimetière, elle rencontra Madame Price Ridley, qui agitait son parapluie comme une ponctuation morale. « J'espère vraiment qu'ils en ont fini avec ces absurdités, » dit-elle. « Toutes ces histoires d'orgues et de fantômes, c'est mauvais pour la paroisse, très mauvais. Et cette pauvre veuve, les gens oublient que le chagrin peut sembler assez théâtral lorsqu'il est sincère. » Mademoiselle Marple sourit faiblement. Tout comme l'innocence, chère Madame Price Ridley. Dans la sacristie, l'inspecteur l'attendait avec 2 agents et un menuisier. Madame Cowley se tenait à proximité, les lèvres pincées, tandis que Judith se tenait derrière, le visage pâle mais calme. Le placard en question se dressait contre le mur du fond, son bois noirci et sa serrure délicatement étrangère. « On y va ?» dit Cray. Le menuisier tourna la clé dans un grincement. La porte s'ouvrit. De la poussière s'éleva comme de l'encens, voilant ce qui se trouvait à l'intérieur. Plusieurs recueils de musique reliés en cuir, un métronome fissuré et un étui en bois étroit, doublé de velours. À l'intérieur de l'étui se trouvait un ensemble de diapasons, chacun gravé des initiales HC. Madame Cowley poussa un cri étouffé. « C'étaient ceux de mon mari, ils auraient dû être brûlés. » Cray en souleva un délicatement. «
Il semble que ce ne soit pas le cas. Pouvez-vous expliquer pourquoi ils étaient cachés? Ses mains tremblèrent. Il les a laissés là ce jour-là. Le feu, je ne supportais pas de les voir. Il me rappelait... Quoi? Demanda doucement mademoiselle Marple. De l'échec. Le mot s'échappa comme une quinte de toux. Il était fier, stupide. Il a ignoré les avertissements, a essayé d'améliorer lui-même la pression atmosphérique. Quand ça a explosé, ils ont dit que c'était de sa faute. Je ne pouvais pas les laisser regarder les objets qu'il avait tués. Pourtant, quelqu'un savait qu'ils étaient ici, murmura mademoiselle Marple. Quelqu'un qui les a utilisés. L'inspecteur fronça les sourcils. Les a utilisés? Elle fit un signe de tête vers la fourchette qui vibrait encore faiblement entre ses doigts. Frappez-en, une près d'un tuyau, et elle résonnera en sympathie. Avec suffisamment d'entre elles, vous pouvez créer une mélodie sans toucher les touches. Une illusion parfaite, de la musique venue de nulle part. Judith eut le souffle coupé. Alors, le fantôme était entièrement humain, termina mademoiselle Marple. Mais qui les a frappés en premier? Voilà la véritable mélodie que nous devons encore suivre. Cray se frotta le cou. Ce Lenton, encore lui, peut-être. Il s'y connaît en résonance. C'est possible, dit-elle. Mais comprendre un instrument ne signifie pas toujours le maîtriser. Certains hommes croient pouvoir contrôler l'écho jusqu'à ce qu'il leur réponde. La veuve eut un mouvement de faiblesse et s'agrippa à la rampe du banc. « Vous pensez que le nom de mon mari a été utilisé à des fins frauduleuses. Je pense que le chagrin est un complice généreux, répondit doucement mademoiselle Marple. Il se prête à toute représentation qui promet un sens. L'inspecteur ordonna que les fourchettes soient emballées pour servir de preuve. Le menuisier referma le placard, tandis que les villageois regardaient par la porte, avides de scandale mais prétendant accomplir leur devoir civique. Mademoiselle Marple resta à l'écart, le regard fixé sur Judith, qui n'avait pas bougé depuis la découverte. Les yeux de la jeune fille étaient eux rivés sur la doublure de velours vide, sa bouche formant des mots sans son. Lorsque les autres se dispersèrent, mademoiselle Marple s'approcha discrètement. « Vous saviez qu'elles étaient là, n'est-ce pas ?» Judith retint son souffle. « Je les ai trouvées il y a quelques semaines. Je voulais juste entendre leur son. C'était magnifique, la façon dont l'air vibrait. Je ne pensais pas. Peu de gens le pensent, dit mademoiselle Marple. Et la beauté, ma chère, est souvent la première excuse que nous offrons au péché. » Les yeux de Judith se remplirent de larmes. « Alors vous allez leur dire, « Pas encore. La vérité est comme la musique. Elle doit être jouée au bon tempo, sinon elle perd tout son pouvoir. » Elles sortirent ensemble. Les nuages de pluie s'étaient complètement dissipés. Une faible lumière solaire tombait sur les tombes, faisant briller à nouveau les soucis d'un éclat doré. De la porte ouverte derrière elles, leur parvint le faible écho d'une note, de celle qui persiste même lorsque les mains du musicien ont cessé de jouer. Mademoiselle Marple s'arrêta, tournant la tête vers le son. « C'est drôle, » dit l'inspecteur en suivant son regard. « Je jurerais que les tuyaux continuent de fredonner. » Elle sourit faiblement. « Les apparences sont trompeuses, inspecteur. Ils aiment beaucoup les rappels. » Mais ses yeux restèrent fixés sur les vitraux de l'église, où la lumière colorée tremblait sur le verre, comme un pouls essayant de retrouver son rythme. Entre la pitié et la certitude, elle sentait la vérité se dessiner, encore floue, encore silencieuse, mais inévitable comme un accord qui finit par se résoudre. Les soucis brillaient toujours, tandis que mademoiselle Marple et l'inspecteur Cray s'attardaient à la porte du cimetière, le soleil aplatissant leurs ombres sur le gravier. Derrière eux, l'air à l'intérieur de l'église était empreint de ce silence étrange qui suit une découverte. Non pas un soulagement, mais le souffle plus calme des choses qui se réorganisent dans une nouvelle incertitude.
L'inspecteur rangea son carnet dans sa poche avec un air de satisfaction lasse que mademoiselle Marple ne partageait pas. « Tout semble clair maintenant, » dit-il. « Les diapasons expliquent la musique fantôme, le tempérament de Lenton, l'amertume de la veuve. Il y a beaucoup de motifs humains entre eux. Nous réglerons le reste dans les déclarations. » Mademoiselle Marple sourit poliment. « J'ai toujours admiré les esprits ordonnés, inspecteur, même si j'ai remarqué que la vie a tendance à récompenser ceux qui ne le sont pas. » Il grogna. « Vous pensez que j'ai manqué quelque chose ? » « Je pense que vous avez tout trouvé, » répondit-elle, « mais pas tout à fait à sa place. » Il lui lança un regard mêlé d'amusement et de résignation. « Vous me le direz en temps voulu, sans doute. » Quand il partit en direction du presbytère, mademoiselle Marple resta près du portail, regardant un merle gratter la terre humide. L'oiseau frappa le sol 2 fois avant de déterrer un ver. La persévérance récompensée, pensa-t-elle. Puis elle leva les yeux vers le clocher de l'église. Un faible reflet près de la fenêtre du chœur attira son attention. Du métal, bougeant légèrement dans la brise. À l'intérieur, la nef était plongée dans une pénombre tachetée. La douce chaleur de la journée avait fait naître un léger parfum résineux des bancs. Les abeilles bourdonnaient quelque part près de la porte ouverte. Elle gravit l'escalier étroit menant au chœur, assuré sur les marches usées. En haut, la poussière flottait comme une musique suspendue. Le chœur lui-même était encombré de livres de cantiques abandonnés, d'un lutrin cassé et, dans le coin où la lumière du matin tombait le plus directement, d'une petite boîte en bois cerclée de laiton terni. Le reflet qu'elle avait vu provenait de sa serrure. Elle se pencha. C'était un modèle continental, plus raffiné que les modèles anglais, qui correspondait parfaitement à la petite clé que l'inspecteur lui avait montrée. Elle la tourna une fois. Le couvercle s'ouvrit sans résistance. À l'intérieur se trouvaient plusieurs objets enveloppés dans du lin jauni. Un petit flacon de vernis, un dé à coudre en argent, et le plus curieux de tous, un programme plié d'un concert commémoratif. Récital à la mémoire de Henry Cowley, Much Benham, 1929. Dans la marge, quelqu'un avait écrit au crayon. Il jouait comme s'il lui pardonnait. L'expression de mademoiselle Marple ne changea pas, mais son regard s'assombrit. Elle suivit la note du doigt ganté, puis la remit soigneusement à sa place. Sous le programme se trouvait un paquet de lettres, attachées par un ruban bleu, fragilisé par le temps. Elle les défit avec la délicatesse d'un chirurgien, ne lisant que les premières lignes de chacune. L'écriture variait. Certaines étaient les siennes, d'autres étaient celles d'une autre personne, mais une signature revenait régulièrement. E. Lenton. Elle referma lentement la boîte. Un frisson de compréhension la parcourut. Il n'avait pas encore pris forme, mais il portait le poids d'une vieille affection retournée contre elle-même. Le grenier craqua sous ses pas, tandis qu'elle descendait, chaque pas résonnant faiblement dans la nef en contrebas. Dans l'allée, Judith l'attendait. « Je vous ai vu monter, » dit la jeune fille, essoufflée. « Quelque chose ne va pas ?»« Cela dépend, » répondit mademoiselle Marple doucement. « Connaissez-vous bien votre oncle ?» Judith fronça les sourcils. « Pas vraiment. Ma mère était sa sœur. Après sa mort, nous sommes restés en contact uniquement par courrier, jusqu'à ce qu'il vienne s'installer au village. Tante Édith l'a aidé à trouver ce poste. Pourquoi ? Pour rien, répondit mademoiselle Marple, bien que son esprit soit déjà en train de dessiner la géométrie de la relation. Une veuve, un neveu et un mari qu'ils avaient autrefois partagés, non pas par le mariage, mais par la musique. Je pense que vous vous souciez de lui. Judith rougit. Il est intelligent, c'est tout. Il voulait rendre l'Église plus vivante. Et il a plutôt bien réussi, murmura mademoiselle Marple. L'énergie est admirable, la direction l'est moins. Judith la regarda avec inquiétude.
Croyez-vous que tante Edith ait essayé de lui faire du mal? Je crois que le mal peut prendre plusieurs formes, dit mademoiselle Marple. Certaines ressemblent à la justice, d'autres au pardon. La jeune fille frissonna. Vous parlez comme si l'orgue vous écoutait. C'était peut-être le cas, dit mademoiselle Marple en jetant un coup d'œil vers le chœur. Certains instruments enregistrent ce qui est joué sur eux. D'autres se contentent de refléter. Une fois Judith partie, mademoiselle Marple parcourut la nef, s'arrêtant devant chaque faisceau de lumière colorée. Près de la porte de la sacristie, elle trouva M. Lenton agenouillé sur le carrelage, le visage concentré, tandis qu'il arrangeait une bobine de fil. Il leva brusquement les yeux. « Encore vous !»« Je trouve les églises très reposantes, » dit-elle. « On peut y réfléchir sans avoir l'air de ne rien faire. » Il rit brièvement. « L'inspecteur m'a dit que je garderais mon poste, à condition qu'il n'y ait pas d'autres problèmes. Une belle récompense pour avoir été le bouc émissaire d'une histoire de fantôme. Le ressentiment est rarement une occupation à plein temps, même si beaucoup le considèrent comme tel, répondit-elle. Était-ce votre oncle, M. Lenton, l'homme qui est mort à Much Benham? Il se raidit. Qui vous a dit cela? Un vieux journal l'a dit à tout le monde, à une époque. Il m'a simplement fallu plus de temps pour l'entendre. Il se détourna, ajustant un registre de l'orgue. Si vous êtes ici pour m'accuser, dites-le. Je n'accuse jamais, dit mademoiselle Marple d'un ton doux. Je me contente d'observer comment les gens organisent leurs explications. Les vôtres sont très symétriques, presque répétées. Il croisa son regard. Vous pensez que j'ai mis tout cela en scène? Que j'ai rendu folle une vieille femme pour quoi? La reconnaissance? Peut-être pas la reconnaissance, dit-elle doucement. Peut-être l'héritage. Son visage s'empourpra soudainement de colère. Vous ne savez rien de nous. Mon oncle a tout gaspillé. Sa réputation, sa carrière. Elle avait pitié de lui, mais elle avait encore plus pitié d'elle-même. Après l'incendie, elle a joué à la perfection le rôle de la veuve. Et maintenant, vous êtes tous de son côté. La sympathie et l'innocence sont souvent confondues, dit mademoiselle Marple. C'est le danger du jeu d'acteur. Il rit à nouveau, d'un rire sec. Eh bien, laissez-les jouer la comédie. De toute façon, j'en ai fini ici. Il remit le fil en place, se leva et épousseta son pantalon. J'ai démissionné. Judith le dira au vicaire. Qu'il trouve un autre imbécile pour combattre les fantômes. Mademoiselle Marple inclina la tête. C'est dommage. Votre enthousiasme manquera à la paroisse. Une fois qu'il fut parti, elle examina le fil qu'il avait installé. Il reliait 2 des diapasons à l'intérieur du cadre de l'orgue. Rudimentaire, mais fonctionnel. Suffisant pour recréer l'illusion d'un son spontané. Mais il y avait autre chose. Un léger résidu de vernis sur le métal, la même odeur douce que celle qui émanait de la boîte à l'étage. Elle le toucha légèrement, puis essuya son gant contre le banc. La lumière de l'après-midi s'estompa, laissant place à l'heure mélancolique entre le travail et le dîner. La cloche commença à sonner lentement pour les prières du soir. Mademoiselle Marple écouta son rythme, sentant chaque coup résonner dans l'église vide comme un battement de cœur, attendant la confession. Dehors, des voix provenaient du jardin du presbytère. Judith et l'inspecteur, leur ton tendu. Les paroles de la jeune fille lui parvinrent par fragments. « Il part ce soir. Train pour Londres. Tante Edith ne le sait pas. » Mademoiselle Marple plissa légèrement les yeux. Partir était toujours la forme la plus théâtrale d'arriver. Elle rassembla son châle et sortit, les soucis effleurant sa jupe au passage. Le soleil les éclaira brièvement, transformant leur orange terne en un feu soudain. À mi-chemin, elle s'arrêta pour écouter. De l'intérieur de l'église provenait un son qui n'aurait pas dû être possible, un accord faible et prolongé s'élevant de l'orgue,
creux mais indéniablement humain. Personne ne se tenait à la console. Miss Marple serra son réticule dans sa main. « Ah !» dit-elle à voix basse. « L'encore commence donc. » L'accord s'attarda un instant, suspendu comme de la brume à l'intérieur de la nef. La main de mademoiselle Marple, posée légèrement sur le cadre de la porte, sentit un léger tremblement traverser le bois. L'air lui-même semblait vibrer en sympathie, comme si l'église inspirait doucement. Puis, tout aussi soudainement, le son cessa. Elle resta immobile pendant plusieurs secondes, écoutant le silence qui suivit, trop profond, trop délibéré pour être un silence ordinaire. En franchissant le seuil, elle remarqua d'abord l'odeur, du vernis et une légère fumée, atténuée par la douceur du polish. La console brillait faiblement dans la lumière crépusculaire, chaque touche captant un reflet doré provenant de la fenêtre ouest. Il n'y avait personne au banc. Pourtant, les tuyaux de l'orgue, tout en haut, semblaient scintiller faiblement, comme animés d'un mouvement résiduel. « Monsieur Lenton » appela-t-elle doucement. Pas de réponse. Seul le doux craquement du bois qui refroidissait. Ses yeux s'habituèrent à l'obscurité. Une bougie brûlait près de l'allée latérale, sa mèche noyée dans la cire. Sur le sol, à côté, gisait un petit tournevis et une feuille de papier pliée. Elle se pencha, prenant soin de ne rien déranger, et lut à la lumière de la bougie. Que la vérité parle d'elle-même. E.C. comprendra. L'écriture était vive, angulaire, masculine. Elle plia soigneusement le mot et le glissa dans son gant. Puis elle se déplaça derrière la console, examinant les diapasons encore fixés au cadre intérieur. Les joints grossiers avaient été améliorés. Ils étaient plus serrés et les fils avaient été polis. Quelqu'un était venu ici depuis sa dernière visite, et quelque part dans ce système caché de tuyaux et de valves, elle sentit le dernier écho d'un accord s'estomper. Ce n'était pas un accident, mais un message. Des pas résonnèrent dans la sacristie. Elle se redressa. L'inspecteur apparut, sans chapeau, haletant. « Je pensais vous trouver ici, » dit-il. « Le vicaire jure qu'il a fermé à clé il y a 1 heure. » « Alors soit les serrures mentent, » répondit mademoiselle Marple, « soit quelqu'un préfère avoir la conscience tranquille. » Il fronça les sourcils, scrutant l'intérieur sombre. « Où est Lenton ?»« C'est une question très urgente, inspecteur. » Ils cherchèrent ensemble en silence, derrière les stalles du chœur, dans la sacristie, jusqu'à la tribune. Rien d'autre que le lent goutte à goutte de la pluie dans la gouttière et le bourdonnement sourd de la cloche du soir. Lorsqu'ils revinrent dans la nef, Cray jura doucement. « Ils sont tous partis. Judith dit qu'il est parti pour la gare il y a 1 heure. L'a-t-elle vu partir? Elle dit qu'elle l'a aidé à faire ses valises. »« Quelle loyauté !» murmura mademoiselle Marple. « Et la loyauté, je trouve, est souvent aveuglée avant d'être liée. » Cray lui lança un regard. « Vous pensez que la fille le couvre? Je pense, dit-elle en examinant le banc vide, que la dévotion et la tromperie jouent des airs remarquablement similaires, jusqu'à ce que l'on apprenne la clé. » Il s'accroupit près de la bougie. « Qu'est-ce que ce papier? Je préférerais que vous ne le touchiez pas pour l'instant. Cela pourrait effacer sa propre confession. Que voulez-vous dire? Cela signifie que nous écoutons un homme qui a composé sa dernière représentation. Qu'il s'attende à des applaudissements ou à de la pitié, nous le découvrirons bientôt. » Ils quittèrent l'église alors que le ciel s'assombrissait pour prendre une teinte indigo. Le long de la route menant à la gare, les flaques d'eau brillaient comme des miroirs brisés. Mademoiselle Marple marchait d'un pas vif malgré l'humidité. Dans son esprit, les pièces du puzzle s'assemblaient, le gant brûlé au bout des doigts, le vernis sur les diapasons, la boîte dans le grenier, les initiales communes aux vivants et aux morts. La mélodie prenait forme, mais pas encore le refrain. À la gare,
Ils trouvèrent le porteur en train de balayer le quai. « Oui, monsieur, il a pris le train de 6h40, dit-il à l'inspecteur. Direction Paddington. Il avait l'air pâle, il gardait son col relevé et disait qu'il en avait assez des absurdités de la campagne. Avait-il des bagages? Juste une petite valise, mais lourde. Elle avait des coins métalliques, on pouvait les entendre tinter. Mademoiselle Marple le remercia et repartit vers le village. « Le train de 6h40, dit-elle pensivement. Cela lui donne 2 heures d'avance. Mais ne vous pressez pas, inspecteur, il n'ira pas loin. » Cray fronça les sourcils. « Vous semblez sûr de vous? »« Je le suis rarement, » répondit-elle. « La certitude est l'apanage des imbéciles et des policiers. Je reconnais simplement l'inévitable. » Ils se séparèrent au carrefour. Elle rentra seule chez elle sous les haies ruisselantes, pensant non pas à la poursuite, mais aux conséquences. La fierté de Lenton, le chagrin d'Edith Cowley, la loyauté naïve de Judith, autant de fils tissés dans la même trame d'un deuil inachevé. L'incendie de Much Benham avait détruit plus qu'un orgue. Il avait brûlé la réputation, l'amour, peut-être même la raison. Et maintenant, des années plus tard, la fumée avait simplement trouvé un nouveau bâtiment à hanter. Elle s'arrêta devant la porte de son cottage. Une silhouette attendait près de sa porte. Judith, le manteau bien serré, les yeux écarquillés. « Il lui a écrit, » lâcha la jeune fille. « Attends, Edith. Une lettre est arrivée par le courrier du soir. Elle ne m'a pas laissé la voir. Elle a juste dit qu'elle devait aller à l'église. Seule. » « Quand ? » ?»« Il y a 10 minutes. » Le pouls de mademoiselle Marple s'accéléra, mais sa voix resta calme. « Tu resteras ici, ma chère. Verrouille la porte et attends l'inspecteur. Dis-lui de venir immédiatement. » Mais pas de discussion. Parfois, la présence sauve moins que l'absence. Elle se retourna et s'engagea dans la ruelle, à un rythme qui surprit ses propres genoux. Le brouillard s'était à nouveau épaissi. Les lampadaires se fondaient en halos flous. Lorsque l'église apparut, ses fenêtres brillaient d'une lueur instable. Pas la lumière constante d'une bougie, mais quelque chose de plus incertain, de plus dangereux. Elle accéléra le pas. À l'intérieur, l'air était chargé de l'odeur de cire et de l'âcre parfum de l'huile. L'orgue se dressait comme un poumon sombre, ses tuyaux animés par la lumière réfléchie du feu. Madame Cowley se tenait devant lui, son manteau noir déboutonné, une lettre froissée dans une main gantée. « Il dit qu'il est parti pour finir ce qui aurait dû prendre fin il y a des années, » dit-elle d'une voix terne, sans se retourner. « Il dit que le feu n'a jamais brûlé la culpabilité. » Mademoiselle Marple s'approcha lentement. « Alors il a l'intention de le faire brûler à nouveau. » La veuve leva les yeux. Fatigué, brillant. « C'est peut-être ça, la justice. »« Non, » dit doucement mademoiselle Marple, « c'est la répétition. Et la répétition est le péché préféré de la vanité. » Un léger sifflement s'échappa des tuyaux. Le soufflet se gonflait. Elle pouvait sentir l'air bouger, voir la lueur vacillante des bougies à travers les lattes. Quelque part derrière le paravent, le métal rencontrait la flamme. « Aidez-moi » dit-elle doucement. Ensemble, elles traversèrent l'allée, le vieux bois grinçant sous leur poids. De la fumée s'échappait de la jonction de la console, s'enroulant comme des doigts fantomatiques. Mademoiselle Marple saisit la bougie la plus proche d'elle et l'éteignit avec l'ourlet de sa manche. « Allez chercher le seau de sable, vite !» Madame Cowley obéit en tremblant, tandis que mademoiselle Marple ouvrait le panneau. À l'intérieur, une bougie avait été coincée contre le bois verni du soufflet. Sous celle-ci se trouvait un petit tas de soucis noircis sur les bords, dont l'odeur était étrangement douce. « Du symbolisme », murmura mademoiselle Marple en les retirant avec un mouchoir. « C'est toujours la perte des amateurs. » Elles éteignirent dans les braises avec du sable jusqu'à ce que la dernière lueur s'éteigne. La fumée s'accrochait aux poutres comme une culpabilité qui refusait de se dissiper.
Lorsque l'inspecteur fit irruption quelques instants plus tard, une lanterne à la main, il trouva les deux femmes assises sur le banc de devant, calmes au milieu des décombres. « Bon sang !» souffla-t-il. « Nous avons vu la lueur depuis la route. » Mademoiselle Marple croisa son regard. « Vous devriez envoyer un télégramme à Reading. Demandez-leur d'arrêter le train de 6h40 lorsqu'il arrivera à Maidenhead. Monsieur Lenton a une affaire inachevée, même si je pense qu'il a laissé derrière lui la partie la plus dangereuse. » Cray la regarda, puis fixa l'orgue encore fumant. « Il a essayé de... »« Les apparences, inspecteur, » dit-elle en se levant avec une fatigue. « Tranquille. Elles exigent un public, mais survivent rarement à celui-ci. » Elle toucha doucement l'épaule de Madame Cowley. Les yeux de la femme étaient fixés sur les soucis noircis, son expression indéchiffrable. Ni chagrin, ni soulagement, mais quelque chose entre les deux. Dehors, l'aube menaçait à nouveau, pâle dans la brume. Le village allait bientôt se réveiller pour découvrir la prochaine version de l'histoire. Et mademoiselle Marple, debout dans l'embrasure de la porte, sentit la plus légère vibration encore suspendue dans l'air. Pas exactement un son, mais l'écho de quelque chose qui avait autrefois été assez fier pour s'appeler musique. Les derniers volutes de fumée s'élevaient à travers les chevrons, s'amenuisant comme un mensonge qui avait perdu toute envie d'être cru. Mademoiselle Marple se tenait près de la balustrade du chœur, le visage calme dans la lumière changeante de la lampe, tandis que l'inspecteur Cray donnait l'ordre de transporter les soufflets fumants à l'extérieur. L'odeur âcre du vernis brûlé flottait près du sol, refusant de disparaître aussi vite que le danger. À l'extérieur du porche, les villageois avaient recommencé à se rassembler, attirés par le regain d'intérêt suscité par la rumeur. Leurs voix s'élevaient dans un respect prudent, preuve que l'Église avait survécu, que le diable avait une fois de plus été vaincu par la providence et le bon sens. À l'intérieur, la providence semblait plutôt fatiguée. Madame Cowley était assise sur le banc de devant, les mains serrées autour d'un mouchoir humide, les yeux rivés sur les policiers, comme si chacun d'entre eux pouvait trouver, quelque part dans la fumée, une trace du fantôme de son mari. Mademoiselle Marple l'observa longuement avant de prendre la parole. « C'était gentil de votre part de venir, » dit-elle doucement. « Mais ce n'était pas très judicieux. » La veuve leva les yeux. « Vous pensez que je l'aurais laissé brûler l'église à nouveau ? Je pense que vous vouliez voir s'il allait s'arrêter de lui-même. » Les lèvres de Madame Cowley tremblèrent. Il a écrit qu'il ne pouvait pas vivre avec son souvenir qui le hantait, qu'il voulait terminer ce qu'elle avait commencé. Je pensais qu'il parlait de musique. Que Dieu me pardonne, je pensais qu'il parlait de repentance. Mademoiselle Marple posa une main sur son bras. Il parlait bien de musique. Seulement, la partition était dans une langue qu'il ne comprenait plus. La femme eut un rire étouffé, mi-sanglot, mi-incrédulité. Et maintenant, il va être arrêté, je suppose. Le village dira qu'il était fou. Ils auront à nouveau pitié de moi, leur veuve préférée, avec une nouvelle tragédie à polir. Les apparences sont le moyen d'adoration d'un village, dit mademoiselle Marple. Ils rangent ce qui ne peut être pardonné. L'inspecteur Cray s'approcha, retirant son chapeau. Ils ont envoyé le télégramme, madame. Le train a été arrêté. Lenton est en garde à vue. À Maidenhead. Ils l'ont trouvé dans le fourgon de queue, endormi à côté d'un bidon de pétrole vide. Il prétend qu'il n'avait pas l'intention de nuire, qu'il voulait juste prouver quelque chose. Les yeux de mademoiselle Marple s'adoucirent. En effet, il l'a fait, mais pas, je pense, ce qu'il avait prévu. Cray regarda autour de lui la nef striée de fumée. Il sera accusé de tentative d'incendie criminel. Mais vous me direz, comme vous le faites toujours, que le véritable crime est plus ancien et plus difficile à nommer. Elle sourit faiblement. Quelle perspicacité, inspecteur. Il rit sombrement. Vous allez devoir me l'expliquer clairement alors.
toutes ces pipes brûlées et ces notes fantomatiques. Qu'est-ce que cela signifie? Seulement ce que cela a toujours signifié, répondit-elle. La culpabilité, transposée par l'orgueil. Il fronça les sourcils. En anglais, s'il vous plaît. Monsieur Lenton a hérité du talent de son oncle, mais pas de sa réputation. Un garçon brillant, éclipsé par l'homme qui est mort dans le déshonneur. Il était venu ici pour racheter cet héritage, pour montrer au monde que le nom des Cowley pouvait à nouveau jouer sans brûler la maison. Mais l'orgueil a le don de dissimuler ses dettes. Lorsque les villageois se moquaient de ces méthodes modernes, ils n'entendaient que l'écho de l'échec de son oncle. Et lorsque Madame Cowley eut pitié de lui, il le prit pour une accusation. Cray se frotta le menton. Il a donc essayé de mettre en scène une hantise pour les convaincre? Pas tout à fait. Au début, peut-être, les diapasons, les accords mis en scène. Mais à un moment donné, ce qu'il considérait comme une illusion a commencé à ressembler à un héritage. Il ne savait plus s'il hantait l'Église ou s'il était hanté par elle. Pauvre diable, marmonna Cray. Mademoiselle Marple jeta un coup d'œil vers les soufflets carbonisés qui étaient transportés hors du porche. Le diable arrive rarement à l'heure, inspecteur. Il préfère s'attarder sur les affaires inachevées. Il acquiesça lentement, puis se tourna vers ses agents. Bien. Recueillez les déclarations des femmes et gardez la foule à l'extérieur. Personne d'autre n'entre avant que le pompier ait vu les lieux. Pendant qu'il s'acquittait de sa tâche, Mademoiselle Marple se dirigea vers la fenêtre de la sacristie. L'aube commençait à s'étendre sur les toits, les baignant d'une lumière qui rendait brièvement tout innocent. Elle se demanda combien de temps cela durerait avant que la première rumeur de la journée ne vienne assombrir le tableau. Probablement jusqu'au petit déjeuner. Madame Cowley la rejoignit, se déplaçant avec raideur. « C'est fini, alors ?»« Pour certains, » répondit Mademoiselle Marple. « Pour d'autres, ce n'est qu'une pause. » La veuve soupira. « Il dira que je l'ai poussé à le faire. Et peut-être a-t-il raison. Je ne lui ai jamais pardonné d'être en vie alors que mon mari ne l'était plus. Il se ressemblait quand il jouait. La même inclinaison de la tête, la même arrogance quand ils atteignaient les notes aiguës. Je pensais que l'orgue le préférait. Les orgues, comme les gens, préfèrent ceux qui leur donnent vie, dit Mademoiselle Marple. Vous avez fait ce que nous faisons tous dans le chagrin. Vous avez transformé vos souvenirs en punition. Les yeux de Madame Cowley se remplirent à nouveau de larmes. Vous donnez presque l'impression que c'est une grâce. La miséricorde ressemble rarement à ce qu'elle est, répondit Mademoiselle Marple. La porte s'ouvrit en grinçant. Judith apparut, le visage pâle à cause du manque de sommeil. « Ils ont dit qu'il était en sécurité, » dit-elle rapidement. « Il ne sera pas pendu ?»« Non, » répondit doucement Mademoiselle Marple. « Il aura le temps de réfléchir, ce qui est une punition plus lente. » Judith baissa les yeux. Je voulais le croire. Il disait qu'il allait restaurer la musique, la rendre à nouveau belle. Je suppose que je pensais que la beauté pardonnait tout. Mademoiselle Marple posa une main sur l'épaule de la jeune fille. « Ma chère, la beauté ne fait que cacher la saleté. Le pardon, c'est ce qui la nettoie. » De l'extérieur venait le faible cliquetis des sabots des chevaux et le murmure doux des villageois qui se dispersaient. Le monde, songea Mademoiselle Marple, avait déjà repris son cours, redevenu ordonné. L'église serait nettoyée, l'histoire embellie, l'orgue réparé. Sainte Mary Mead n'était rien d'autre qu'une parente diligente dans l'art du pardon. L'inspecteur Cray revint, son carnet à la main. Nous fermerons les lieux jusqu'à ce que les réparations soient terminées. Nous ferons peut-être même réaccorder l'orgue par de vrais artisans cette fois. Cela vous plaira, madame. Je préfère le calme, répondit Mademoiselle Marple. Le silence ne m'a jamais effrayé. Il dit la vérité plus vite que le son. Il rit doucement. Vous vous gaspillez dans le jardinage, Mademoiselle Marple. Pas du tout, dit-elle en souriant. On y apprend la patience et la mesure.
les deux vertus les moins admirées dans la nature humaine. Il souleva son chapeau et s'en alla. Mademoiselle Marple s'attarda un peu plus longtemps, regardant la lumière du matin toucher les soucis noircis sur le rebord de la fenêtre, des pétales brillants ternis, mais pas détruits. Une petite beauté tenace, pensa-t-elle, survivant à la fumée et à la folie. Quand elle quitta enfin l'église, l'air extérieur était vif et frais, l'odeur de la pluie avait tout nettoyé. Des enfants ramassaient déjà les pétales tombés, bavardant à propos de fantômes et de héros, transformant la calamité en jeu. La vie, comme toujours, se préparait à revenir à la normale. À la porte, elle s'arrêta et se retourna une fois de plus. À travers la porte ouverte, elle pouvait voir l'orgue silencieux, ses tuyaux sombres se détachant sur l'or du matin. Pendant un instant, elle imagina qu'il respirait à nouveau, non pas en musique, mais en soulagement. Peut-être était-ce suffisant. Elle s'engagea dans l'allée qui menait à sa maison, le gravier craquant doucement sous ses pas. Quelque part derrière elle, la première cloche de la journée sonna pour le service matinal, son ton clair, mesuré et parfaitement ordinaire. Mais dans ce son ordinaire, elle entendit ce que le village ne remarquerait jamais, le faible tremblement humain de ceux qui avaient trop essayé de faire de la musique à partir de leurs propres erreurs. Le dernier son de la cloche résonnait encore dans l'allée lorsque mademoiselle Marple atteignit sa porte. Le matin était devenu anormalement calme, le genre de calme qui suit une tempête mais en garde le souvenir. Ces roses se fanaient sous l'humidité, leur parfum s'était doucement épuisé. À l'intérieur, le feu qu'elle avait laissé la veille au soir s'était éteint, mais l'air conservait une légère trace de fumée, domestique, familière, indulgente. Elle posa son chapeau sur son crochet et se servit une tasse de thé, laissant la chaleur la réconforter. Comme souvent à St. Mary Mead, le monde retrouvait déjà son calme. À midi, le courrier arriva avec ses petites curiosités. Une circulaire du comité paroissial sollicitant des dons pour la restauration de l'orgue. Une note dactylographiée de l'inspecteur Cray, confirmant le transfert de M. Lenton à la prison de Reading en attendant l'enquête. Et une autre enveloppe, écrite à la main, simplement adressée à Mademoiselle Jane Marple, St. Mary Mead. L'écriture était féminine, précise et légèrement tremblante. Elle l'ouvrit avec précaution. « Il dit qu'il ne se défendra pas », commençait la lettre. « Il appelle cela l'expiation. Mais je ne peux supporter l'idée qu'il soit oublié. L'orgue ne sonnera plus jamais comme avant. Moi non plus. Edith Cowley. » Mademoiselle Marple la lut 2 fois, puis la plia et la posa à côté de sa tasse de thé. L'expiation était un mot qui lui inspirait de la méfiance. Il signifiait souvent que l'orgueil empruntait le langage de la culpabilité. Pourtant, il y avait une dignité lasse dans la formulation de la veuve, une note de résignation qui ressemblait presque à de la grâce. Cet après-midi-là, le village reprit sa vie faite de courses, et de courses à faire. À l'épicerie, Madame Price Ridley confia qu'elle avait toujours su que quelque chose n'allait pas avec cet orgue. À la poste, Mademoiselle Hartnell insista sur le fait qu'elle avait rêvé de fumer la nuit précédente et qu'elle y voyait la preuve de l'intuition féminine. Mademoiselle Marple écouta, sourit et acheta ses timbres. Elle savait que les commérages n'étaient que des récits collectifs, la manière dont le village se réconciliait après une discorde. Sur le chemin du retour, elle passa devant l'église. Des échafaudages entouraient déjà le toit. Un peintre sifflait faux, tout en grattant la suie des cadres des fenêtres. Le grand instrument lui-même se tenait silencieux derrière le jubé, recouvert de drap blanc, qui lui donnait la dignité lugubre d'un monument. Par la porte ouverte flottait une odeur de cire, vive et propre. Le renouveau avait commencé, comme toujours à St. Mary Mead, en faisant comme si le passé avait été effacé. À l'intérieur, Judith Lenton était agenouillée à côté du premier banc,
en train de frotter les dernières traces de suie sur les carreaux. Lorsqu'elle vit mademoiselle Marple, elle se leva rapidement. « Ils ont dit que je pouvais aider, » dit-elle. « Pour compenser, pour tout. »« Vous vous en sortez plutôt bien, » dit mademoiselle Marple avec gentillesse. « Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir rédempteur du savon. » La jeune fille sourit faiblement. « Ils lui pardonneront, n'est-ce pas, après un certain temps. »« Le pardon, » dit mademoiselle Marple, « est la vertu la plus sélective du village. Il préfère qu'il soit rétrospectif et ordonné une fois que le pécheur est bien loin. » Judith regarda l'orgue recouvert d'un drap. Il voulait seulement prouver quelque chose. Moi aussi, autrefois, quand j'ai essayé de faire pousser des chrysanthèmes hors saison. Les deux expériences se sont soldées par de la moisissure. Un petit rire échappa à la jeune fille, mi-reconnaissant, mi-désespéré. Pensez-vous qu'il avait l'intention de tuer quelqu'un? Mademoiselle Marple secoua la tête. Non, il voulait seulement que l'Église l'écoute. L'orgueil prévoit rarement au-delà de son public. Elles travaillèrent ensemble pendant quelques minutes, le bruit du tissu contre la pierre étant rythmiquement doux. Lorsque la jeune fille partit, mademoiselle Marple s'attarda près de la console. Elle souleva un coin du drap blanc et regarda les touches. Elles brillaient faiblement, chacune reflétant faiblement la lumière. Parmi elles se trouvait un seul pétale de souci, brillant et intact. Elle le balaya sur son gant, puis referma le couvercle. Ce soir-là, l'inspecteur passa avec l'air désinvolte d'un homme qui apporte des nouvelles plutôt que d'en chercher. Il se tenait maladroitement dans son salon, chapeau à la main. « Il a tout avoué, » dit-il. Il a dit qu'il voulait qu'il se souvienne de son oncle. Il pensait qu'un peu de peur suffirait. Quand le feu a pris, il a essayé de l'étouffer, mais il s'est brûlé les mains. Elles guériront. Il sera jugé, mais la peine ne sera pas sévère. On appelle ça un incendie criminel, sans intention. Mademoiselle Marple acquiesça. La justice a souvent ses propres arrangements, un peu comme un hymne qui se termine différemment dans le cœur et dans les bancs. Cray sourit. Vous direz que c'est la nature humaine. C'est toujours le cas, répondit-elle. La nature humaine, en habit du dimanche. Il hésita. Vous ne pensez pas qu'il soit le seul à blâmer? Non, répondit-elle doucement. Mais la culpabilité, comme la musique, appartient rarement à un seul acteur. C'est un duo, parfois un trio. Il eut l'air perplexe, puis soupira. Vous ne me le direz jamais clairement, n'est-ce pas? Les mots clairs sont pour les annonces, pas pour la compréhension, dit-elle doucement. Bonne nuit, inspecteur. Après son départ, elle s'assit près de la fenêtre. Le ciel s'était dégagé et un mince croissant de lune se profilait au-dessus du clocher de l'église. Le village en contrebas était plongé dans l'obscurité, à l'exception d'une fenêtre du presbytère où une lumière brillait tard dans la nuit. Elle pensa à Madame Cowley, écrivant des lettres auxquelles personne ne répondrait, et à Judith, essayant de récurer le sol pour effacer sa propre douleur. Et elle pensa, sans méchanceté, à M. Lenton dans sa cellule, entendant peut-être, même là, le faible fantôme d'un orgue qui s'était rendu infâme. Un coup à la porte interrompit sa rêverie. Lorsqu'elle ouvrit, le vicaire se tenait là, chapeau à la main, l'air contrit. « Je voulais vous remercier, mademoiselle Marple, de nous avoir empêchés de perdre plus que l'orgue. Ce n'est pas l'orgue qui importait, cher monsieur Mayhew, dit-elle. Seulement l'harmonie que les gens imaginent entendre. » Il sourit, incertain. « Nous organisons un petit office dimanche. Sans musique, bien sûr. Juste le silence entre les prières. Cela me semblait approprié. »« C'est tout à fait approprié, » dit-elle. Parfois, le silence est le seul hymne qui dit la vérité. Une fois qu'il fut parti, elle retourna s'asseoir dans son fauteuil. Le clair de lune bordait les meubles d'argent. La bouilloire se mit à murmurer doucement sur la cuisinière.
Elle prit son tricot, laissant les aiguilles cliqueter dans leur rythme calme et familier. Dehors, le village avait retrouvé son calme respectable. Les fenêtres étaient couvertes de rideaux, les rumeurs s'étaient dissipées, la conscience apaisée par la distance. Pourtant, dans ce silence, elle entendit quelque chose de faible, presque imperceptible. L'écho d'une seule note, qui ne venait pas de l'église cette fois, mais de sa mémoire, le son qui persiste après la confession. Elle sourit, presque pour elle-même. Les apparences, murmura-t-elle, ont toujours le dernier mot. Mais la vérité, comme la bonne musique, sait quand s'arrêter. Elle tira un autre fil à travers son ouvrage, d'un geste régulier et sans hâte, tandis que l'horloge sur la cheminée commençait à sonner l'heure. Chaque coup mesuré, ordinaire, définitif.